Salut! La conférence que tu vas écouter s'inscrit dans le cadre de notre dispositif Euro 2024. Elle a été enregistrée la semaine dernière en direct de la Cité Fertile qui nous a sollicité pour diffuser les matchs et organiser des petites animations. Bien que le son ait été retravaillé, veuillez nous excuser par avance pour la qualité, qui est évidemment pâtie du fait que c'est été capté en direct et que les réglages sont évidemment beaucoup plus compliqués. Néanmoins, si vous souhaitez assister à l'une de ces conférences, nous serons en direct pour les huitièmes, les quarts, les demi et les finales de l'Euro, en direct encore une fois de la Cité Fertile avec divers intervenants, toujours aussi intéressants. Très bonne écoute. Nous sommes donc réunis ce soir. Alors attendez, je vois que la conférence n'est pas affichée, donc je vais vous l'afficher en même temps. Donc nous sommes là pour une conférence pour parler évidemment de cet Euro de football, comme symbole notamment de cette guerre du sport. Pour ça, je suis accompagné de l'ami Jean-Baptiste Guégan, que certains connaissent peut-être s'ils nous écoutent récemment, puisque nous produisons avec lui toutes les semaines un podcast nommé le COMEX. JB est prof d'histoire, spécialisé en géopolitique du sport. Normalement, ton micro devrait marcher, JB. Est-ce que tu nous entends ? Attends, il faut juste l'activer, voilà. Parle dans ton micro. Bonsoir à tous. Petit test, voilà. Donc JB est prof d'histoire, spécialisé en géopolitique du sport. Il est auteur de nombreux bouquins que vous pouvez retrouver ici. Donc La République du foot aux éditions Amphora. Un bouquin récemment sorti sur le Vengeur masqué, voilà. Kylian Mbappé aux éditions Michel Lafon, qui a plutôt bien marché, je crois. Et un troisième bouquin qui s'appelle La guerre du sport, et coécrit avec Lucas Aubin, donc une nouvelle géopolitique aux éditions Talendier. C'est un bouquin parmi tant d'autres, j'ai sélectionné les trois derniers, sinon tu avais aussi écrit la Bible, Harry Potter, 7, 8, 9. Exactement. Voilà. Et toute une panoplie d'autres bouquins. Beaucoup de romans de littérature destinés aux jeunes, voilà. Des romances pour jeunes filles aussi. Voilà. Ça va, toi ? Et donc on est ici pour une petite conférence sur la géopolitique du sport. Pour évidemment, je propose qu'on commence par quelque chose qui est assez important quand on parle de géopolitique du sport, puisqu'on a encore entendu et lu sur de nombreux réseaux sociaux dernièrement, à l'occasion de la prise d'opposition des différents joueurs de l'équipe de France, que la question de la politique n'avait absolument rien à voir dans le sport, rien à faire dans le sport, pardon. Il y a eu un communiqué de la Fédération française de foot qui a été assez catastrophique, disant que c'est évidemment une instance de service public et que elle n'avait pas, les joueurs et la fédération n'avaient pas à prendre position, notamment dans le débat des législatives dernièrement. Donc ce que je te propose, JB, c'est qu'on commence par déconstruire ce mythe de l'apolitisme du sport que tu déconstruis notamment dans ce bouquin, La guerre du sport, parce que c'est un préambule justement au livre. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus, par exemple, historiquement? Est-ce qu'on a des cas qui prouvent que c'est évidemment plus un mythe qu'autre chose? Si on regarde l'apolitisme du sport et la manière dont le baron de Coubertin le relance, ouais. Il vous fait l'apologie littéralement de la paix, il vous explique à quel point les jeux vont permettre de rapprocher la jeunesse et de créer par le sport justement la possibilité d'être ensemble. Donc dans le principe, vous avez quelque chose. Le souci, c'est qu'il s'appuie sur les États-nations. Il s'appuie sur un principe très simple, c'est qu'il va s'appuyer sur des ferments qui vont déclencher derrière l'usage du nationalisme. La deuxième chose, c'est que le baron de Coubertin, et c'est aussi pour ça qu'on en parle peu, c'est quelqu'un de son temps. C'est-à-dire qu'outre la relance des jeux, on est sur un acteur qui a connu la défaite de 1870 et qui, comme tous les aristocrates de son époque, se pose une question. Comment se venger? Comment récupérer les territoires perdus? Et pour lui, l'une des réponses, la première réponse, c'est la capacité à lire des cartes. C'est pour ça que les professeurs d'histoire en France sont aussi des professeurs de géographie. Et c'est aussi pour ça, dans ce contexte-là, qu'on a derrière la volonté de lire des cartes. Parce que l'une des premières causes identifiées, c'est l'incapacité, finalement, à utiliser les cartes, notamment pour les sous-officiers et les militaires de terrain. La deuxième raison, c'est qu'on sait que ceux qui nous ont battus pratiquent la gymnastique. Or, ce n'est pas la gymnastique d'aujourd'hui. On n'est pas dans l'usage du twirling bâton ou des agrès. On est vraiment dans la volonté, justement, de pratiquer l'activité sportive pour être meilleur sur le champ de bataille. Et donc, dans la relance des jeux même, ça, vous avez cette idée. Tu veux dire au début du XXe siècle, voilà. Il y a cette perspective-là aussi de la guerre qui arrive. Et jusqu'à aujourd'hui, se construit ce qu'on appelle le mythe de l'apolitisme du sport. C'est-à-dire qu'on part du principe, et c'est le mouvement sportif le premier qui s'en est servi, on se sépare finalement des relations internationales, en tout cas on le fait croire. On fait croire qu'on existe dans une bulle fermée, et cette bulle fermée, elle a pour objectif, littéralement, de permettre le bon déroulement du sport, de manière aussi à éviter que les conflictualités externes ne rentrent.
La réalité, c'est quand Mbappé prend position, il cloue littéralement le bec de la Fédé, que la Fédé a raison de rappeler la neutralité, mais se pose aussi finalement en porte-à-faux, parce qu'on sait que derrière, dans ce communiqué-là, vous avez aussi la volonté de Philippe Diallo de préparer la suite. La suite, c'est sa réélection en tant que président de la FFF. Et il y a aussi des enjeux. C'est quand vous avez le Front National à 7 millions de votants sur les européennes, c'est les clients, c'est les suiveurs des Bleus. Donc à partir de ce moment-là, vous risquez un problème. Vous risquez de vous tirer une balle dans le pied parce que vos sponsors, vos partenaires, ils ont aussi pour clients des gens qui votent RN. Donc la neutralité du sport, c'est une fiction, ça plaît à tout le monde, ça protège les joueurs. L'apolitisme, aujourd'hui, c'est un mythe. Il y a même une politique de l'apolitisme, pour reprendre la formule de Jacques de France, et on est dans cette logique-là. Aujourd'hui, un sportif, c'est comme un acteur, c'est comme un dirigeant d'entreprise. Il a le droit de s'exprimer, il le fait. Et en l'occurrence, c'est aussi ce qu'on attend, parce qu'aujourd'hui, un joueur, c'est plus qu'un joueur. On le voit avec Mbappé. Ouais. J'ai lancé cette conférence en introduisant JB, j'ai oublié d'introduire l'acolyte avec qui je produis une partie de ces podcasts. Je le vis très bien. L'ami Alex, tu avais une petite question, Alex, sur cette j'ai question. Une petite question, si on m'entend, je vais essayer de booster un peu le micro. Est-ce que c'est mieux comme ça? C'est mieux comme ça. J'ai l'impression que les gens t'entendent. Ma question, JB, tout de suite, c'est tu cites l'exemple de Mbappé qui essaye de se placer dans un registre typiquement de neutralité, du moins de ne froisser personne. Est-ce que justement, il n'est pas en train de nager entre deux eaux et de jamais trouver sa voie finalement et de jamais être identifiable? Alors, tu vois, c'est assez étonnant parce que moi, c'est pas du tout ce que j'ai retenu de la prise de position de Kylian Mbappé. Quand il s'exprime, il appelle à ne pas choisir les deux extrêmes. D'abord, il fait un choix, il parle. Il aurait très bien pu se taire. Il l'a fait pendant la Coupe du Monde au Qatar. Faire une réponse des champs. Non. Coupe du Monde au Qatar. 2022, il s'exprime pas avant les quarts de finale. Et encore, il le fait en demi-finale parce que la compétition est passée, qu'on parle plus de la question du fait que ce soit un salarié d'un club qui est possédé par QSI, Qatar Sports Investment, et qui est derrière une propriété indirecte du Qatar, l'État. Là, en l'occurrence, il choisit de prendre position et il appelle à voter contre les deux extrêmes. C'est un choix. Il n'y a pas énormément de solutions entre les deux. Tout le monde comprend. Bon. C'est assez intéressant parce qu'après, il est obligé de préciser sa pensée. Il explique qu'il est dans la lignée de Marcus Thuram. Mais Thuram a été plus clair. Il a dit qu'il était contre le Rassemblement national. Ce qu'on voit, c'est un gradient. C'est-à-dire que d'Ousmane Dembélé qui appelle à voter, à Marcus Thuram qui prend position, à Mbappé qui dit « Oui, mais enfin là, les gars, les deux, c'est pas possible ». Vous avez aussi tout l'éventail. Ce qui aurait été intéressant, c'est qu'un des Bleus explique qu'il vote pour le RN. Ou qu'il assume de voter Macron. Ou qu'il assume de voter Macron. Ça aurait été une problématique aussi. Pour toi. Oui, pour moi, évidemment. J'ai donc la confirmation pour info que le match de la Serbie sera diffusé, de Slovénie-Angleterre sera bien diffusé ce soir par la Cité Fertile, et que pour se faire pardonner, notamment de la mauvaise qualité de l'écran ce soir, certaines personnes vont passer pour distribuer un petit peu de boissons. Donc voilà, n'hésitez pas à rester. Il y aura quelques petites boissons qui seront offertes de la part de la Cité Fertile pour s'excuser de cette situation. Revenons-en à notre petite conférence. Si on rapporte un petit peu toute cette question de la politique dans le sport, de la géopolitique en tout cas dans le sport, à l'actualité, on a un Euro évidemment actuellement qui se dispute avec de fortes rivalités, notamment je pense par exemple au match entre la Serbie et la Slovénie qui sont deux équipes de l'ex-Yougoslavie qui ont été en conflit il y a une trentaine d'années, en conflit armé. Il y a une trentaine d'années, alors ça n'a duré qu'une dizaine de jours, mais c'est quand même quelque chose qui a été marquant dans l'histoire. Où est-ce qu'on en est dans cette question de la politique, de la géopolitique dans le sport, notamment sur cet Euro? Ce qui est intéressant déjà avec cet Euro, c'est que contrairement aux précédentes manifestations, la dimension géopolitique ne prend pas le pas sur le reste. On en parle beaucoup moins. D'abord parce qu'il y a les jeux et que les jeux écrasent tout, en tout cas chez nous. Et à l'extérieur, le discours qui est tenu, il est moins politisé que sur les précédentes épreuves. On est dans une logique, finalement, où j'ai envie de dire qu'on n'est pas passé à autre chose, mais que pour les médias, il y a d'autres histoires qui sont plus fortes. La dimension conflictuelle, les tensions politiques, littéralement le rapport à la géopolitique de cet Euro, il est aussi neutralisé par le fait que ça se passe en Allemagne. Que l'Allemagne a essayé d'entourer ça et de mettre l'accent sur la fête et la sécurité. Il n'y a pas non plus la volonté de cacher des choses en Allemagne. Il y a une vraie volonté d'accueillir l'Europe avec tous les problèmes que ça pose.
Et aujourd'hui, un peu partout en Europe, on a de telles actualités que ça passe au second plan. Néanmoins, on a vu une réactivation des tensions, on a vu des champs hostiles, Notamment entre la Serbie, Croatie, entre les Serbes. Slovénie, Serbes. Bah, il y a cette haine, il y a cette détestation des Serbes notamment qui a rejailli avec des tensions entre les Anglais, les Serbes, les Albanais et les Serbes, un petit peu les Croates et les Serbes aussi. Aujourd'hui, il y a au moins 3 procédures disciplinaires ouvertes par l'UEFA sur la question des champs et sur la question des comportements des supporters. D'accord. Mais Et il y a cette menace des Serbes qui a été brandie en disant on est prêt à quitter la compétition si des sanctions ne sont pas prises contre les pays qui ont chanté contre nous. alors, ce qui est assez intéressant, c'est que la Serbie utilise cet argument-là dans une logique aussi clairement politique. C'est-à-dire que oui, il y a la défense de l'intérêt serbe, mais c'est un peu, si je suis gentil, c'est l'arroseur arrosé. Je peux même aller plus loin, c'est-à-dire que c'est pas les plus calmes dans les stades. C'est aussi une manière pour eux d'aller diaboliser l'adversaire et donc d'utiliser l'événement pour s'en servir à des fins de politique interne. Donc dans tous les cas, c'est l'UEFA qui a un problème, parce que dans tous les cas, on ne devrait pas avoir ça dans les stades. Mais dès lors que vous avez finalement l'entité État-nation qui est représentée par un maillot, vous avez tout le roman national qui l'accompagne, les représentations qui suivent, et tout ce qui l'accompagne. C'est-à-dire vous avez à la fois l'exaltation du meilleur, c'est-à-dire le fait de devancer ça. Si on a un France-Allemagne, par exemple, ce qui est possible, après ce piteux match des Bleus, on va avoir un discours qui va être intéressant. Mais on est passé au-delà. Pour d'autres, les conflictualités sont peut-être n'ont pas encore été complètement digérées. Et là, on est plus en train de réactiver des mémoires conflictuelles qu'autre chose. Là encore, la politique, c'est aussi de l'opportunisme. Ce qui est paradoxal, c'est que c'est en Allemagne et que les Allemands et notamment la fédération allemande se sont notamment positionnés sur les questions politiques internes à l'Allemagne en se mobilisant notamment contre l'extrême droite. On sait que l'Allemagne a un passé plutôt lourd sur ces questions-là et que ce soit la fédération ou les joueurs, eux, paradoxalement, se sont positionnés comparé à l'équipe de France. Et ça date pas d'aujourd'hui, même au Non, bien sûr. Qatar, il y a eu tous les mouvements Bien sûr, où, bien tu sûr. sais, on disait dans la presse allemande disait ils sont en train de perdre leur temps et de se tromper de combat, et au lieu de se concentrer sur le terrain, ils devraient plutôt arrêter avec ces questions de l'homosexualité au Qatar, et en fait n'importe quoi, tu vois. Enfin, c'est toujours des préceptes qu'on ramène et qu'on montre en disant s'il y a erreur sportive, c'est parce qu'il y a trop concentration sur le politique, alors que si je dis pas de bêtises, l'histoire a montré qu'on peut très bien concilier les deux. Alors on peut concilier les deux. Maintenant, l'exemple qui me vient en tête, c'est la démocratie Corinthians de Socrates. Mais combien d'exemples aussi de compétition perturbée parce que la performance est finalement empêchée, limitée ou entravée par justement des questions externes. Parce que quand vous avez la réaction de Kylian Mbappé, le positionnement des médias, il va être différent. Vous allez être cherché là-dessus. Sur la question allemande, l'Allemagne des années 50 est plus du tout la même qu'aujourd'hui. Il y a une vraie conscience des enjeux et c'est un vrai pays progressiste, quand même l'AfD aujourd'hui de retour. Ce qu'on voit aussi, c'est que derrière, dans ce positionnement-là, il y a une vraie volonté de représenter une certaine vision finalement avant-gardiste. La Mannschaft a intégré ça. C'est pas le cas de partout dans le football allemand. Hein. Tu dis presque qu'ils sont en représentation dans un sens. Ah, mais ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que la nouvelle Allemagne, elle se construit aussi sur le modèle finalement de la France Black Blamber. C'est l'Allemagne multiculti. Et cette Allemagne multiculti, elle se construit aussi dans cette logique-là. C'est-à-dire qu'elle accepte sa différence. Et quand, sous Angela Merkel, elle performe, elle renvoie une autre image. C'est celle de l'évolution de son... de sa loi sur la nationalité, celle qui a permis d'intégrer des joueurs comme Mesut Özil, par exemple. Et donc, des générations d'Allemands qui, nés en Allemagne, n'avaient pas la nationalité. Et donc, on est dans cette logique-là aussi. C'est-à-dire que, qu'elle le veuille ou qu'elle ne le veuille pas, cette équipe d'Allemagne est en train de subit les mêmes types de questionnements que nous sur la représentativité, finalement, du pays au travers de cette équipe. Or, une équipe de foot, ça reste qu'une chose. C'est d'abord les meilleurs au meilleur poste. C'est tout. Bon, avec Didier Deschamps, on peut se poser des questions sur la réalité de ce positionnement-là. Mais on est dedans. Et c'est assez intéressant de voir les débats. C'est-à-dire, il y a eu une polémique liée à un sondage de l'ARD qui se demandait si l'équipe d'Allemagne était finalement suffisamment blanche, c'est-à-dire représenter l'Allemagne d'aujourd'hui. Alors, heureusement, ça a fait bouger dans tous les sens.
Mais on pourrait très bien imaginer avoir le même type de raisonnement dans 2 ans chez nous. Comme on l'a déjà eu en 95-96 avec Jean-Marie Le Pen. Aujourd'hui, les extrêmes droites en Europe ont systématiquement ciblé le football. Et elles ont systématiquement ciblé le football parce que justement, il y a à la fois une portée politique et une capacité d'influence. Et puis ça permet de faire le buzz à moindre coût avec des questions moisies. On est complètement là-dedans. On a parlé évidemment de l'hôte allemand pour cet euro. On a parlé un petit peu des vieilles rivalités qui rejaillissaient aussi pendant cet euro, notamment à travers les pays d'ex-Yougoslavie. Il y a quand même dans cette compétition une équipe qui participe et qui est en conflit armé avec un autre pays d'Europe et d'Asie, qui est la Russie évidemment. C'est évidemment l'Ukraine. Paradoxalement, les Ukrainiens ne sont pas manifestés, en tout cas, n'ont pas mis en avant de célébrations ou de manifestations précises visant à soutenir le peuple ukrainien, alors qu'on est quand même dans une période où Volodymyr Zelensky cherche à tout prix à aller chercher des alliés, à aller chercher des financements, à aller chercher des nouvelles armes. Est-ce que c'est paradoxal ça, ou est-ce qu'on pouvait s'y attendre ? On pouvait s'y attendre parce que l'UEFA a quand même rappelé les règles claires. C'est-à-dire qu'on ne veut pas de démonstration politique sur les terrains. Après, tout le monde a compris que cette équipe ukrainienne allait en mission. Elle est portée par autre chose. Et elle est portée par autre chose parce que dès le début de la guerre en Ukraine, le sport a été le moment et l'endroit où la Russie a été sanctionnée, où l'Ukraine s'est manifestée. C'est pas pour rien que les premiers, acteurs qui ont représenté l'Ukraine à l'extérieur dans sa guerre contre la Russie, ce sont des footballeurs. C'est l'ancien Ballon d'Or qui était Shevchenko. C'était justement aussi les frères Klitschko, les boxeurs. On est aussi sur cette logique-là. Les sportifs ukrainiens savent leur responsabilité. Shevchenko, tu te rappelles avec Aurier qui dit mais tu nous saoules, va faire la guerre, ce gros débile d'Aurier là qui finit par lui dire va faire la guerre, tu nous saoules avec tes stories, quand Zinchenko dit je suis prêt à prendre les armes. En même temps, si on en est à attendre l'intelligence de Serge Aurier, il suffit juste de se rappeler ce qu'il avait fait au PSG avec Laurent Blanc. Maintenant, encore une fois, si on est allé extrêmement compréhensif, on peut imaginer que Serge Aurier, avec une envie, c'est qu'on arrête de parler de politique dans le sport. Mais il est quand même le moins bien placé aussi, parce qu'il suffit de regarder ce qui se passe avec les sélections africaines pour voir que sport et politique sont indissociables. Et qu'il suffit juste de regarder le cirque qui se passe actuellement au Cameroun entre la fédération et Samuel Eto'o et le ministère des Sports. Comment s'appelle le coach belge De Brice. Vous n'êtes personne, monsieur. Je vous conseille à tout le monde de regarder cette vidéo exceptionnelle de Samuel Eto'o qui accueille le nouveau sélectionneur du Cameroun à la fédération. C'est exceptionnel. Mais juste pour revenir sur l'Ukraine, est-ce que justement, tout à l'heure je te disais, on arrive à concilier les deux. Est-ce que l'Ukraine, le 3-0 qui se prennent direct contre la Roumanie, ils sont pas un peu aussi dépassés par cet engouement populaire ? L'Ukraine aujourd'hui, je préférais ne pas avoir à la rencontrer si ils se qualifient, parce qu'ils vont être davantage portés que les autres et ils lâcheront rien. Et ces équipes-là, on a un mal fou à les gérer. On l'a encore vu avec la Pologne. Ouais, mais paradoxalement, en 2021, il y avait déjà eu tout ce conflit aussi autour de la question du maillot. Et Alors, sur la question en 2021, l'Ukraine joue son va-tout et essaie littéralement d'utiliser la médiatisation du maillot pour donner une visibilité finalement au conflit. Et on est juste avant l'attaque. Ouais. Voilà. Derrière, ça devient un sujet. Le monde commence à se demander ce qui se passe. Tout le monde a oublié à ce moment-là la guerre en Crimée et en Donbass. Et c'est assez intéressant de voir qu'encore une fois, le seul moment où on en parle, c'est le sport. Ouais. Lequel ici, par exemple, a lu les pages internationales du Figaro ou celles du Monde sur cette question-là ? Personne. À l'inverse, quand on en parle dans l'équipe, ça va toucher des générations et des gens qui finalement ne sont pas concernés. C'est vrai. Et si j'élargis encore un petit peu la question de la géopolitique, et notamment par rapport au sujet de l'Ukraine, il y a aussi un acteur qui ne participe pas à cet euro parce que interdit de participation, c'est évidemment la Russie. On sait depuis plusieurs années désormais que la Russie s'est lancée dans une stratégie de déstabilisation des différentes démocraties européennes et notamment des démocraties occidentales. Est-ce que la Russie peut réussir quand même à se servir de cet Euro 2024
pour faire valoir ses intérêts et à nouveau se mêler de certaines affaires qui, entre guillemets, ne le concernent pas directement. Je parle du coup de questions d'ingérence russe directement dans les politiques. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la stratégie russe, elle est davantage focalisée JO. Elle est focalisée Paris 2024 et le maximum d'actions identifiables de la Russie porte sur les Jeux. Aujourd'hui, la principale cible russe, c'est pas l'Allemagne, c'est clairement la France. Et on le voit au travers des opérations d'ingérence, que ce soit finalement des happenings type main rouge sur les murs du mémorial, tag de chars, cercueil sous la Tour Eiffel. On est sur des logiques de désinformation, sur de l'ingérence sur notre sol. On n'a pas ça en Allemagne, c'est-à-dire que pour l'instant en Allemagne, on n'a pas la même intensité, le même nombre d'actions, on n'a pas le même risque. Alors il y a d'autres risques en Allemagne. Hein. Il y a eu 2 espions qui ont été arrêtés quand même il y a quelques mois. Mais on est sur des choses plus classiques. Ouais. On n'a pas d'opération de déstabilisation volontaire. Alors dire que l'Allemagne n'en fait pas, enfin n'en subit pas, c'est faux. Dire qu'elles ont le même impact qu'en France, non. C'est là où c'est intéressant, c'est que le sport est un des points d'entrée du discours victimaire russe et un des points d'entrée d'un discours extrêmement critique. C'est l'un de leurs moyens finalement de faire passer leur vérité, en tout cas leur récit. Et dans les faits, pour l'instant, que ce soit l'UEFA ou la FIFA, ils restent à distance. Mais on commence à voir les Russes revenir dans le sport. Là, on estime que pour Paris 2024, on a entre 22 et 25 sportifs russes et biélorusses sélectionnés, c'est acté. Qui concourront du coup sous bannière. Alors ils vont être sous bannière neutre, c'est-à-dire verte et blanche, avec un logo athlète sous pavillon neutre. Ils n'auront pas d'hymne, ils ont un hymne dédié particulier. Vraisemblablement, ils ne participeront pas à la cérémonie d'ouverture. En tout cas, c'est ce qui était acté. Et on sera évidemment qu'on sera sur la volonté de la Russie de s'en servir. La Russie, là, dernièrement, a essayé avec les Jeux des BRICS de se mettre en avant. Elle a essayé de proposer des contre-jeux. Elle avait préparé aussi ce qu'on appelle les Jeux de l'amitié et les Jeux du futur, qu'elle a reporté. L'idée, c'est de neutraliser chaque compétition internationale avec soit une contre-proposition, soit de l'ingérence, soit des actions qui visent à utiliser son équipe ou à déplorer l'absence de leur équipe. Maintenant, on a vu l'équipe nationale russe faire des matchs. Le PSG, par exemple, a eu l'extrême intelligence d'aller recruter un gardien russe. Ce qui va poser des problèmes considérables au moment où celui-ci sera amené à jouer. Ouais. Mais ton avis, toi, sur... Non, c'est délirant, quoi, dans ce contexte-là, que le Qatar fasse ça. La première recrue du mercato, de se dire d'aller chercher un gardien russe qui, en plus, a les mêmes lacunes que Donnarumma. Tu te dis, mais sur quelle planète ils vivent, quoi. Il faut vraiment être à côté de ses pompes et en avoir rien à carrer profondément. Ouais. Et peut-être que ça peut amener aussi sur l'autre version, la version côté club et la version, utilisation du foot pour se protéger. C'est un truc dont tu as parlé des centaines de milliards de fois, d'utiliser l'argent, la dépense dans le foot pour se protéger et pour défendre son pays, quoi. Et puis il y a aussi la question de savoir si les athlètes russes doivent être sanctionnés pour les exactions de leur gouvernement aussi. On a vu des joueurs qui s'étaient positionnés, notamment dans le tennis, Andrei Rublev, qui s'était positionné contre le gouvernement russe, qui a rapidement été recadré. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on doit continuer à sanctionner les athlètes russes sur des compétitions internationales ? Dans les faits, aujourd'hui, dans le cadre olympique, les athlètes russes ont le droit de participer en fonction des fédérations et des règles, en respectant un nombre de points qui consiste d'abord au respect du protocole antidopage, au fait de ne pas avoir été financé par l'armée ou par le gouvernement et de ne pas avoir eu de position pro-guerre. Ça en limite quand même pas mal, hein. L'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, évidemment que les athlètes russes ne sont pas tous pro-guerre, pro-Poutine et ultra radicalisés. Néanmoins, et même si on peut leur accorder le droit évident de participer aux compétitions, il y a un risque, c'est que derrière, vous pouvez être sûr qu'il y aura une utilisation politique qui sera faite de leur présence, de leur absence, de leur victoire ou de leur ranking. Et ça, c'est inévitable, puisque la stratégie de communication russe, que ce soit en interne ou en externe, repose dessus. Donc à un moment donné, les exclure a été une solution, jusqu'au moment où c'était plus tenable, parce que si vous ouvrez ce qu'on appelle la boîte de Pandore, moi ce que j'appelle le piège de Coubertin, vous êtes confronté à un problème. C'est que si vous sanctionnez les Russes, vous êtes obligé de sanctionner les Saoudiens, vous êtes obligé de sanctionner les Chinois. Sûr. Et d'autres encore.
On a 60 conflits dans le monde, 80 potentiels si on élargit aux tensions internes. Ça veut dire que vous vous privez littéralement d'un tiers des forces olympiques. Donc l'intérêt du CIO, ça a été très rapidement de revenir en arrière et de dire « Ouh là là là, on réintègre tout le monde et on verra ça. On remet en avant le Conseil de la neutralité, on a montré, on a vu, on a compris. » Et puis les Russes ont aussi utilisé leur capacité à mobiliser leurs alliés. On a vu les pays africains, par exemple, se mobiliser en masse en faveur. Aujourd'hui, oui, c'est ça. Il y a aussi une certaine défiance aussi des pays en voie de développement face à l'hégémonie occidentale. Défiance ou influence. C'est-à-dire qu'on sait clairement aujourd'hui que le gouvernement russe va inciter ces acteurs-là à se positionner. La Chine aussi le fait. Bien sûr. Il n'y a pas de naïveté. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que on va avancer sur la question des principes alors qu'on est simplement dans de la tactique. Et le sport aujourd'hui est un terrain de jeu, mais pas simplement pour les amateurs de sport, mais aussi pour ceux qui, finalement, pratiquent le grand jeu, c'est-à-dire ce qu'on appelle de la géopolitique. Les relations internationales, aujourd'hui, si vous voulez les comprendre, regardez ce qui se passe sur les terrains, regardez ce qui se passe en dehors. On le verra avec la cérémonie d'ouverture des Jeux. On l'a vu en Allemagne. Dès qu'il y a eu un incident à Hambourg, tout le monde s'est demandé jusqu'où ça pouvait aller. Et heureusement, ça a été contrôlé. Après, on parlait de Safonov tout à l'heure, le gardien russe signé par le PSG. Si on est gentil, c'est une opportunité de marché, mais à ce prix-là, beaucoup d'acteurs et observateurs se demandent comment. Il y a la question du financement du transfert, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, aller envoyer de l'argent vers la Russie, c'est compliqué. Vous devez passer par la Turquie. C'est quand même moyen. Et puis à ce prix et à ce niveau de performance-là, il y a une vraie question. Est-ce que c'est opportun? Alors oui, ça va vous coûter moins cher que Keylor Navas. Mais objectivement, en salaire en tout cas. En termes de salaire. Mais derrière, à chaque fois que vous allez aller en conférence de presse, à chaque fois qu'il y aura une fenêtre internationale et qu'il va aller retrouver la Sbornaïa, on va lui poser la question. Moi, quand je suis le PSG, un club État, je ne m'amuse pas à faire ça. Basculons sur notre dernier sujet, parce qu'on va quand même laisser une petite partie d'avant-match pour que chacun puisse se réinstaller, etc. Aux alentours de 20h45, donc il nous reste un gros quart d'heure. Si quelqu'un a des questions, si certains d'entre vous ont des questions d'ailleurs, n'hésitez pas à vous rapprocher, on prendra quelques petites questions. Les micros sont évidemment ouverts, comme dit Alex. Bah oui, non, pas le tien, Alex, en effet. Mais du coup, on va basculer sur un des gros morceaux quand même qui va nous attendre, notamment pendant tout ce mois de juillet, que tu as déjà un petit peu évoqué dans le cadre de cette ingérence russe, justement, qui est évidemment les Jeux Olympiques, qui représentent de nombreux enjeux en termes de politique intérieure, en tout cas aujourd'hui. Il y a deux, trois personnes qui jouent leur carrière sur cet événement-là. Je pense notamment à la maire de Paris et au futur Premier ministre dont on ne saura pas qui il est. Est-ce que le contexte justement des législatives aujourd'hui va influer sur ces... C'est une question un peu rhétorique, mais... On était dans un contexte qui était déjà extrêmement compliqué, moi que je présentais comme la somme de toutes les peurs. Vous avez un niveau de menace, un niveau de risque qui n'a jamais été aussi élevé, qui fait de ces jeux les plus géopolitiques et surtout les plus politiques depuis la fin de la guerre froide. Vous êtes confronté aujourd'hui à une crise politique interne déclenchée par le président de la République dans un contexte inflammable qui fait que, quoi qu'il se passe, au soir du 30 juin, donc dimanche, allez voter, et au soir du 7 juillet, j'espère que vous aurez voté, on peut se retrouver avec un vrai problème, et un problème qui fera que l'image de la France sera affectée en Europe et ailleurs. Souvenez-vous de ce qui est arrivé avec l'Autriche de Jörg Haider. Souvenez-vous de ce qui est arrivé avec l'Allemagne de Meloni et de Salvini. Systématiquement, vous serez présenté, quand vous serez français, comme celui qui fait partie d'un pays raciste qui a mis à sa tête un acteur d'extrême droite. Ça va avoir un impact sur nos entreprises, ça va avoir un impact sur notre économie, ça va avoir un impact aussi sur la représentation qu'on a de nous-mêmes, et ça va libérer des paroles qu'on voit déjà se libérer. Ce que je vois, moi, c'est que ceux qui seront les plus fragiles vont être ciblés par ça, et que ces jeux-là vont se placer dans un contexte où normalement, nos forces de sécurité sont capables de faire face. On aura plus de 40 000 forces de l'ordre présentes, en plus, finalement, du personnel privé. On n'a jamais eu autant de menaces, mais on sera capable de réussir. Imaginez la fête. Si la fête se passe, ces jeux vont affecter les représentations de la France sur 10 ans, avec Jordan Bardella. Imaginez que l'Euro soit gagné par les Bleus. Bon, après le match de soir, c'est clairement hypothétique. Imaginez-vous Kylian Mbappé reçu à l'Elysée, avec Jordan Bardella à côté. Est-ce qu'il ira? Mais oui, c'est une vraie question. Est-ce qu'on ne peut pas assister à ce qu'on a vu avec Donald Trump? C'est-à-dire un refus systématique des équipes de NBA championnes en titre d'aller se présenter à la Maison-Blanche? Est-ce qu'on peut aussi avoir une problématique qui consiste à avoir justement
des sportifs médaillés aux Jeux, je pense à Teddy Riner par exemple. Je pense à Léon Marchand, refuser d'aller serrer la main ou dire clairement je prends position, c'est contre moi que ça se passe. Et ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question pour nous, mais c'est aussi une vraie question pour les plus fragiles d'entre nous, ceux qui seront ciblés par des politiques extrémistes et racistes, parce qu'elles existeront. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet. C'est aussi pour ça que tactiquement, le président de la République a appelé à faire son choix en fonction aussi de ceux qui allaient organiser les Jeux. Bon, c'est un argumentaire qu'on peut entendre, mais qui est difficilement recevable dans le contexte actuel. Mais concrètement, JB, quand je crois que c'est, je sais plus si c'est Gabriel Attal ou Bruno Le Maire qui dit, On a sauvé l'économie française. non, qui dit il y aura pas d'incidence sur les Jeux. C'est faux. Et pourquoi c'est faux? C'est faux parce que tu vas avoir une vacance du pouvoir. Par définition, tout le contexte organisationnel, il est géré. Donc c'est la haute fonction publique. Or, la haute fonction publique, clairement, tout le monde est en train de se demander si on ne va pas avoir un spoil system à l'américaine. C'est-à-dire que, clairement, tout le monde se regarde, les hauts fonctionnaires sont pour certains en train de se positionner, et vous allez avoir un enjeu. C'est que derrière, Amélie Oudéa-Castéra l'a rappelé, la ministre des Sports, c'est bien beau de dire que la fonction publique, que l'État, la République sont capables d'organiser les Jeux, c'est une évidence. Mais à un moment donné, il va falloir une directive politique. Qu'est-ce qui se passe si à partir du 7, on a des émeutes tous les jours et La bonne nouvelle, c'est que Gérald Darmanin pourra faire la transition très facilement, pour le coup. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Non, c'est pas sûr. Non, je crois qu'il a annoncé qu'il allait démissionner. Tu peux te retrouver dans une situation de crise institutionnelle où tu n'arrives pas à avoir de représentation politique et tu te retrouves avec une vacance relative du pouvoir. Avec un souci, c'est que si tu as un événement type attentat planifié, là on est dans la pire des situations, qu'est-ce que tu fais? Qui représente? Qui est aux décisions? Qui va dans la salle finalement des crises? Qui? Là, le Premier ministre. Juste pour mettre un tout petit point de contexte, on est d'accord qu'on est dans l'idée où il y a une passation saine qui s'est faite, que toutes les infos ont été données et que c'est des hommes et des femmes qui sont en capacité de prendre le relais en un mois, en capacité en un mois de gérer une situation de crise, quoi. Ce sera moins que ça, c'est-à-dire on est sur une échelle qui est entre 2 et 3 semaines, entre le temps de construction du gouvernement. Le fait aussi qu'aujourd'hui, l'une des situations plausibles, c'est 3 forces avec des scores relativement proches et donc l'impossibilité, hors coalition, de trouver une situation. C'est-à-dire soit un gouvernement de techniciens, soit un gouvernement avec une figure capable de rassembler, mais enfin je vois pas quoi, soit aujourd'hui des stratégies où vous pouvez très bien avoir une partie du camp du président qui va du côté des RN ou à l'inverse qui se met du côté du nouveau Front Populaire. Aujourd'hui, on ne sait pas. C'est là aussi où il y a encore un espoir. On entend partout que le pire est arrivé. Et il n'y a rien de pire que les projections. Si vous regardez ces projections, elles n'ont pas de sens. Parce que vous êtes systématiquement dans une marge d'erreur d'au moins 5 points. C'est comme si on décidait que la France, là, avait d'ores et déjà perdu l'euro. Or, on connaît des champs. Rien n'est joué, donc il faut aller voter. Je croyais que tu parlais des législatives en termes de prédiction sur les sondages. Non, tu parlais de la France pendant. Je croyais que tu parlais des législatives. Me prends plus jamais le micro, Val. Est-ce que c'est une question rhétorique et c'est pas du tout pour faire un petit côté CNews. Est-ce que ça, tu penses que c'est regardé à l'étranger et que du coup ça peut, tu sais, attirer la violence justement, de se dire potentiellement c'est un État qui est fragile et que c'est potentiellement une cible du coup. On était avec Lucas au Sénat la semaine dernière. On a été auditionné par la Commission des Affaires étrangères sur le sujet. Et aujourd'hui, si vous voulez taper la France, vous êtes sur un moment qui est particulièrement opportun. Vous avez une gouvernance qui est plus légitime et qui doit partir. Vous avez des élections qui jouent avec un parti radical qui est plutôt pro-russe. Vous avez l'opportunité, littéralement, de rajouter du chaos dans le désespoir des gens. Vous avez donc tous les éléments qui peuvent être réunis pour que des actions d'ingérence existent et de l'impact. Et puis, vous n'êtes pas à l'abri non plus du fait divers. On l'a vu avec pas mal d'affaires sur lesquelles on ne reviendra pas. Chaque élection voit un fait divers se cristalliser et peut être utilisé politiquement. Après, des faits divers, vous pouvez aussi avoir des événements plus tragiques encore. Et là, encore une fois, il ne faut pas regarder le passé pour comprendre ce qui est en train de nous arriver, on invente du nouveau là. Et la vraie question aujourd'hui, c'est que des références aux années 30 qui sont ineptes, et là c'est l'historien qui parle, en passant par finalement ce qui est en train de se faire là, tout est en train de s'écrire. Là, on est dans la nouveauté. Le pire n'est jamais certain, ça c'est ce que je crois. On est capable de faire ça parce qu'on est quand même un pays qui est plus solide qu'on ne le dit.
En tout cas, notre appareil d'État pour l'instant l'est, mais on ne sait pas ce qui se passera demain. Il nous reste 5 minutes, JB. S'il y a certaines personnes qui ont des questions, n'hésitez pas sur la question de la géopolitique. Ouais, je vois que Zach a une petite question. Tiens, viens, je te file mon petit micro. Ouais, moi c'était par rapport aux européennes où on a vu après les européennes des joueurs commencer à prendre position sur des questions politiques. Moi je voulais te demander si après ces nouvelles élections, est-ce que la parole chez les sportifs sera amenée à être beaucoup plus libérée ou à l'inverse, est-ce que les fédérations auront un peu peur de ce côté politisé et mettront plus de contrôle là-dessus? Par définition, le pouvoir fédéral, c'est un pouvoir qui est plutôt conservateur, qui repose aussi sur des gens qui se sont construits sur cette idée d'apolitisme du sport. Après, aujourd'hui, ce qu'on va voir, il suffit de regarder ce qui se passe en Italie, de regarder ce qui a pu se passer aux États-Unis. Vous allez avoir une polarisation des personnalités publiques et vous allez avoir le même type de phénomène que celui qu'on a vu avec Trevor Kelsey ou Taylor Swift. C'est-à-dire que vous allez être étiqueté, vous allez parfois prendre position de manière radicale, vous allez vous exprimer parce que vous partez du principe que, comme dans le cas finalement de George Floyd et de Colin Kaepernick, vous n'avez pas le choix. Et aujourd'hui, on peut être aussi là-dessus, on peut être sur des acteurs clivants. Et on le voit aussi dans l'autre sens. Pour l'instant, on n'a pas d'acteur sportif de premier plan qui se soit positionné pour l'extrême droite. Un Thibaut Inchep, par exemple, refuse de répondre. Bon, je pense qu'il n'y a pas 25 milliards de possibilités d'interprétation. Il a dit « je suis quand même plutôt de droite ». On dirait un petit bol Et je suis chef d'entreprise. Espèce d'insoumis. Non, je ne laisserai pas cette parole. Non. Tu nous laisses, notre philosophe préféré. Tu ne mets pas Thibaut Leplat et Thibaut Inchep dans la même phrase. Voilà. C'est Ils ont le interdit. même prénom. Ce qui est assez intéressant avec ces acteurs-là, c'est que pour l'instant, on a vu des influenceurs qui sont des youtubeurs. Mais ça va remonter sur les sportifs. Je rappelle qu'on a vu des sportives se positionner comme c'est Elodie Gomis. Tu parles de qui, pardon, quel sportif? C'est l'ancienne basketteuse qui s'était Ah positionnée. oui, Émilie Gomis. C'est Émilie Gomis. Je termine. Avec juste un discours férocement antisémite. Ouais. Qu'elle déguisait sous couvert d'incompréhension. Très Et là, pro-Hamas. aujourd'hui, elle est passée du côté obscur. Ouais. Et là, clairement, ça pose un vrai souci. C'est qu'aujourd'hui, on a toujours cette image du sportif qui serait engagé à gauche et qui serait toujours dans le camp du bien. Vous pouvez très bien avoir autre chose. Hein. Vous pouvez avoir très bien des acteurs qui se positionnent en fonction de leurs intérêts. Alors, il y a cette fameuse phrase qu'on attribue à Michael Jordan, mais qu'il n'a jamais prononcée. Les républicains aussi achètent des baskets. Vous pouvez aussi avoir un vrai intérêt. On n'a pas que des Colin Kaepernick. Hein. C'est juste que les autres, on ne les voit pas, ou on ne veut pas les voir. Ou ils se font suffisamment discrets pour ne pas être entendus. Mais un Thibaut Inchep n'est pas tout seul. Hein. Non, clairement. JB, est-ce que tu as un dernier truc à rajouter par rapport à cette thématique de la guerre du sport, en lien avec ton bouquin, évidemment? Une petite promo bouquin. Petite promo bouquin, ouais, bah tiens. Non, je pense que la vraie promo, c'est pas tant les livres, c'est plus le fait d'aller suivre 11e art, parce qu'ils en ont besoin, parce qu'on en a besoin. Voilà. C'est vrai, merci Parce beaucoup. qu'11e art, il y a du travail, il y a des gens bien derrière, et en l'occurrence, c'est aussi pour ça qu'il y a cette animation-là. C'est pour ceux qui sont là depuis, qui sont venus et qui ont vu 11e art à chaque fois, il y a quand même des gens qui viennent de loin avec des CV, je parle pas de moi, hein. Mais je parle par exemple David ou Jérôme Lata. On a eu des acteurs quand même qui se sont bougés. Vous faites vraiment un gros boulot, les gars. S'il y a des gens qu'il faut applaudir, c'est eux. C'est très gentil, merci beaucoup. C'est très gentil, merci beaucoup, JB. Et allez voter. Oui, allez voter, très important. Je rappelle les 3 derniers bouquins que tu as publiés. Enfin, 3 derniers, il y en a peut-être eu un. Il y en a eu plein d'autres, mais bon, voilà. Les 3 principaux bouquins que tu as sortis dernièrement. La guerre du sport, une nouvelle géopolitique aux éditions Talendier. Tiens, la caméra, pardon. Révolution Mbappé chez Michel Lafon, coécrit avec Clément Perniat, qu'on salue aussi bien évidemment. Et enfin, La République du foot, elle aussi coécrit avec Clément Perniat aux éditions Amphora. Merci beaucoup JB pour ton temps et pour cette conférence qui a été une nouvelle fois très productive. On a 3 minutes avant de remettre... et d'aller prendre une bière. Voilà, d'aller prendre une petite bière et de remettre le prochain match qui sera Angleterre-Slovénie. Bah, je vous propose justement qu'on se fasse un petit point. J'ai la compo de l'Angleterre. Alex, tu veux rester avec nous? Est-ce qu'on se fait pas un petit débrief équipe de France vu Un petit débrief équipe de France d'abord? Oui, quand même. Alors, 3 lettres, c'était nul. Oui, nul. C'est beaucoup plus que 3 lettres par contre, si je peux me permettre. Ouais, mais nul. Ah d'accord.
Non, T'as on focusé, s'est quoi. encore royalement emmerdé. Je pense que le principal enseignement à ressortir de ce match, c'est que la France se retrouve dans une partie de tableau qui va être très très compliquée. Le principal enseignement, ce n'est pas que quand il fait chaud, le masque d'Mbappé l'empêche de bien jouer. C'est vrai, c'est vrai. Tous les articles qui ont tourné autour d'Mbappé ont été absolument Calvaire, catastrophiques. Mais du coup, la France va se retrouver dans une partie de tableau normalement avec l'Espagne, le Portugal et l'Allemagne qui risquent d'être un petit peu plus techniques. J'ai envie de te dire, quand tu montres rien, tu prends un Voilà, bâton exactement, dans la gueule et un c'est petit très retour bien, de bâton. c'est très bien. Et on ne sait pas encore l'adversaire de la France en huitième de finale, puisque il y a un groupe E qui est très indécis. La France affrontera la deuxième équipe du groupe E, Groupe E, qui c'est la sera- Belgique. qui sera donc soit la Belgique, soit la Roumanie, soit la Slovaquie, soit j'ai oublié la dernière équipe. Aidez-nous, équipe. aidez-nous, La les gars. Slovaquie de Skriniar. La Slovaquie de Skriniar, tout à fait. Ah, c'est bien. Soit l'Ukraine, évidemment, dont on a parlé ce soir. Bien sûr. Donc Ouais, voilà. ils s'en tirent plutôt bien, hein, parce que c'est peut-être le Oui, groupe oui, le bien plus sûr, faible. ouais. On va prendre les Belges. Belges, tu vois. Ouais. c'est Oui, sûr, on pourrait c'est prendre les sûr. Belges au prochain tour. Qu'est-ce que t'as pensé du match, JB? Bah, comme d'habitude avec les phases finales de Didier Deschamps, c'est-à-dire t'as de l'ennui, t'y crois, t'espères du jeu, il y en a pas, t'espères des performances individuelles, il y en a pas, t'espères Mbappé comme d'habitude, bah tu parles de lui mais il se passe rien. Bon, on l'a pas beaucoup eu non plus Mbappé. Hein, Voilà. Tu finis par t'endormir. Bah t'as envie que ça se termine surtout. Mais d'habitude, en phase de groupe, c'était moins chiant. Enfin, la dernière Non, Coupe du Monde. Non, quand non, même, non, hein. non, non, ça Rappelle-toi a toujours été chiant. l'Australie Ça a 4-1. toujours Il y a été la chiant. Tunisie, c'est relou à la Coupe du Monde, mais c'est quand même. Il serre la vis à partir des phases finales. Mais les phases de groupe, c'est quand même un tout petit peu plus Quand tu divertissant. sélectionnes Colomboigny et que tu fais jouer Colomboigny après la saison qu'il a fait au PSG, c'est pas un scandale, c'est une faute. Moi, C'est même pas une Ouais, faute. non, mais- C'est Moi, c'est le milieu de terrain. Tu démarres contre la Pologne avec Kanté, Rabiot, Chouameni, mais Un peu envie de crever. sur quelle planète, quoi? Et ben, pour te rassurer, Alex, et pour te détendre un petit peu, j'ai la composition de l'équipe d'Angleterre qui s'annonce ce soir, Fais-nous On rêver. rigole encore pour plus. laquelle on devrait peut-être avoir un petit peu plus de jeu, même si les Anglais ont été tout à fait Ah, ils catastrophiques sont sur leurs deux premiers matchs. catastrophiques, Mais ce sera donc Jordan Pickford au goal, Kyle Walker, John Stones, Mark Guehi et Kieran Trippier en défense. Une doublette au milieu de terrain avec Conor Gallagher, Declan Rice. Et puis le quatuor devant, Bukayo Saka, Jude Bellingham, Oui, donc Phil Foden il change très peu de choses. et Harry Kane. Non, très peu de changements, juste Conor Gallagher au milieu de terrain qui fait son entrée dans le 11. Mais voilà, écoute, on pourra revenir à la mi-temps avec un petit débrief et peut-être encore quelques petites bières à vous faire gagner, oui, si certains. Bien sûr, on va improviser un petit jeu. Merci JB encore une fois pour ta Merci. présence. On va vous rebasculer sur le match et nous on revient normalement à la mi-temps et peut-être en après-match. On verra encore si on aura du temps disponible proposé par la Cité Fertile. Mais voilà, restez connectés. Merci à tous ceux qui ont suivi la conférence sur YouTube et sur Twitch. Merci à Et JB restez connectés surtout. puisqu'on revient tout à l'heure pour la mi-temps. Merci beaucoup.